En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100 et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous ressentez un léger malaise ce matin, Louis ? Oui, un peu comme un certain Pascal Praud qui s'est visiblement trompé de fiche en recevant un écrivain la semaine dernière. Scientifiquement, est-ce que c'est démontré ? Je peux vous poser la question. Un patient en phase terminale de cancer disait « Je me suis vu dans 5 ans en pleine santé, cette vision m'a porté. Ce regard tourné vers un avenir sain semble activer des mécanismes inconnus. » Mais cette personne-là, elle a survécu ? Alors, là, pour le coup, là, je vois pas... Vous êtes sûr que c'est dans mon livre ? Oui, bien sûr. Oui, c'est dans la puissance de la psyché. Le mental a un rôle primordial dans la guérison. Un patient en phase terminale de cancer disait « Je me suis vu dans 5 ans en pleine santé ». Alors non, c'est pas, je suis désolée, bon. c'est pas, ce patient-là n'est pas dans mon bouquin en tout cas, mais là où je vous rejoins, c'est sur la notion effectivement de l'impact de la psyché dans le processus de guérison. Ah, vous sentez ce malaise, hein, c'est dur, c'est dur. Eh bien, c'est ce que nous ressentons désormais chaque semaine avec cette actualité politique assez chaotique, il faut bien le dire. Après la censure de Michel Barnier, la nomination d'on ne sait qui à Matignon et cette incertitude totale sur l'avenir de cet hypothétique gouvernement, les Français commencent sérieusement à se lasser de ce cirque parlementaire qui ne mène à rien et qui frôle le pathétique. À tel point que la journaliste Christine Kelly a tenu à régler quelques comptes sur CNews. C'est parce que les politiques sont nuls. Je veux dire, bien sûr que les politiques sont nuls. C'est-à-dire que les Français le pensent, que les politiques sont nuls. Les politiques sont aveugles par rapport à ce qui se passe dans le pays. Moi, je ne peux pas comprendre que vous le savez, je dis tout le temps, ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une association. Je ne peux pas comprendre que les Français sont en train de souffrir, que des gens sont en train d'être virés dans leur appartement, qui n'arrivent pas à payer leur loyer, qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à remplir leur réfrigérateur. Alors qu'ils travaillent. Ouais. Je n'arrive pas à comprendre que ça soit, par exemple, Marine Le Pen seule qui parle de la vie chère en Outre-mer, pardon. Moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Tous les politiques hier soir, tous les chefs de parti hier soir auraient dû parler de cette paupérisation du petit peuple de France qui sont également les agriculteurs, mais aussi l'Outre-mer. Et côté économique, la situation continue de se dégrader très rapidement. Notre endettement ne cesse de se creuser et les intérêts de cette dette représentent actuellement le 2e poste de dépense de l'État. Le politologue Dominique Régnier a tenté d'alerter sur ce désastre annoncé. Les partis sont à la ramasse parce que les chefs ne sont pas bons, parce que les décisions sont mauvaises, parce que cette espèce d'accumulation d'erreurs finit par produire des catastrophes dans un pays fragile qui est tellement en difficulté aujourd'hui. Tout à l'heure, ce que disait Jean-Sébastien Ferjou est tout à fait juste. Nous sommes vraiment... Moi, je ne veux pas... On dit qu'il ne faut pas affoler les gens, mais enfin, il faut quand même dire la vérité. C'est-à-dire ? La situation. J'ai appris hier par Michel Barnier, quand il parlait à l'Assemblée, que c'était 60 milliards les intérêts de la dette. Moi, on m'avait dit 50 milliards, on est à 60. Et Pierre Moscovici a dit, et j'étais à un colloque à la Cour des comptes, que l'an prochain, ce serait 72 milliards. Attendez, mais où on va ? C'est la moitié du déficit qui va être qui va être provoqué par les intérêts de la dette. Si vous êtes un tout petit peu comptable, et on l'est tous parce qu'on a tous quand même des comptes à tenir, vous voyez bien que c'est perdu. Mais on nous dit mais non, tout va très bien se passer. Oui, il ne faut pas affoler les gens. Mais attendez, moi je suis à froid. Oui, 60 milliards, on en a beaucoup parlé. Hein. C'est le 2e poste de dépense. Vous en parlez, c'est pas ça. Un petit peu. Non mais il faut le redire, il faut le répéter. Pourquoi les dirigeants politiques ne le disent pas ? Ils ne le disent pas parce que ça les tétanise. Et pour tenter d'anticiper ces conséquences dramatiques qui pourraient nous tomber dessus, et face à l'impossibilité de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale, un député propose une solution radicale pour sortir le pays de son blocage, l'autodissolution.
L'Assemblée nationale a la capacité, si elle le souhaite, si elle pense qu'elle n'est plus en mesure de former une majorité cohérente, d'une manière ou d'une autre, de trouver une coalition cohérente, nous avons la capacité, collectivement, de démissionner. Tous, les 577 députés, nous pouvons décider collectivement de démissionner et donc de forcer l'organisation de 577 élections législatives partielles dans chacune de nos circonscriptions, ce qui de facto se transformerait en une élection législative anticipée, donc une autodissolution. Mais l'autodissolution de l'Assemblée nationale ne risque pas de régler tous nos problèmes. Non, et loin de là. Seule une présidentielle et des législatives peuvent concrètement renverser la table et changer totalement de paradigme. Elles nous permettront surtout de tourner la page du macronisme qui, à chaque événement majeur, trouve le moyen de nous énerver de par ses mises en scène insupportables, comme lors de la réouverture de Notre-Dame, selon l'historien Nicolas Bavarez. Le général de Gaulle, on ne peut pas dire que c'était pas une grande figure historique. Quand Jean Moulin, les cendres de Jean Moulin entrent au Panthéon, c'est Malraux qui fait le discours, c'est pas le général de Gaulle. Et quand de Gaulle est enterré, il est enterré à Colombey. Le monde entier vient devant un vide à Notre-Dame, parce que la personne de Gaulle est tellement, la figure historique est tellement majeure que il n'a pas besoin d'avoir le cercueil, et lui, il est à Colombey. Et je crois que ces mises en scène à répétition sont devenues insupportables aux Français et sont complètement contre-productives. Ça a quand même un caractère extrêmement déplaisant et indécent. Et on retrouve aussi ce mépris pendant les allocutions du président de la République, dont l'intérêt est aussi inexistant que le mot Noël dans les rues de Paris. Un mépris qui n'a pas manqué de déclencher la colère de Pascal Praud. Moi, ce que je reproche à Emmanuel Macron, cette décision n'a pas été comprise. C'est hyper humiliant. C'est vraiment, vous êtes des cons. C'est ça que je veux vous dire. Et on est au cœur de la pensée d'Emmanuel Macron. Vous êtes des imbéciles. Vous ne comprenez pas. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'on l'a très bien compris. Ne méritez pas. On a tous compris. On a tous compris pourquoi il a dissous. Il a dissous parce qu'on lui a vendu le RN à Matignon. Oui, exactement. Et sa stratégie a échoué. Évidemment. Et il nous prend pour des imbéciles. Et toujours sur CNews, c'est Marine Le Pen qui a tenu à dénoncer le bal des hypocrites face à tous ces responsables politiques qui dénoncent en permanence la France insoumise, mais n'hésite pas à s'allier avec eux par pur opportunisme. Le bal des hypocrites que j'ai pu voir hier tout de même, avec des LR qui viennent dire « Oh mon Dieu, c'est affreux, ils ont voté la motion de censure avec la France insoumise, les socialistes et les Verts, c'est ignoble ». Ce à quoi je leur ai répondu « Mais nous, on a utilisé le NFP comme un simple outil pour faire passer la censure parce que les institutions nous obligeaient à le faire, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait en juin dernier ? Vous êtes alliés électoralement avec NFP. Vous êtes désistés pour faire élire des candidats NFP. Et des candidats NFP se sont désistés pour vous faire élire. Monsieur Wauquiez a été élu parce que la candidate verte s'est désistée. Pour lui, Madame Genevard a bénéficié du soutien du candidat La France Insoumise qui n'était pas arrivé au second tour. Donc, le bal des hypocrites, stop. Voilà, stop. Et pour ce qui est du poste du Premier ministre, on a peut-être échappé à la nomination de Ségolène Royal, qui est l'équivalent d'un Manuel Valls au féminin et qui n'hésite pas à toquer à toutes les portes pour tenter d'obtenir un poste. Je vais vous dire, Emmanuel Macron, moi je respecte les institutions, donc je respecte, et c'est en grand respect que je lui ai soumis ma candidature. Pour qu'on ne puisse pas dire il n'y avait personne à gauche capable de faire un gouvernement d'union nationale, y compris avec le centre et avec la droite. C'est d'ailleurs toujours comme ça que j'ai dirigé et que j'ai présidé ma région, d'une part, et d'autre part, il n'y avait pas de femmes. Même à l'échelle internationale. Moi, je suis connu sur la scène internationale. Même le New York Times dit, il faudrait, pourquoi c'est pas quelqu'un de gauche, c'est donc du groupe arrivé en tête. Donc le centre raisonnable, responsable, opérationnel, expérimenté, il est devant vous. Monsieur le Président de la République, qu'en pensez-vous? Tout le monde se marre en plus. C'est dur. Et face à ce spectacle assez minable, il faut bien le dire, beaucoup de Français sont exaspérés par ces gens protégés de toute difficulté malgré leur gestion calamiteuse. Et certains le font savoir directement sur les plateaux de télévision.
vous avez cramé la caisse. Vous vivez tous de privilèges. Vous nous expliquez à longueur de journée ce qu'on attend, ce qu'on veut, machin. Mais vous ne savez pas. La plupart, vous ne vivez pas. Monsieur disait, les maires avant, ils étaient députés. Ça leur permettait quand même de voir un peu ce qui se passe, voilà, d'être sur le terrain. Mais vous êtes complètement déconnectés. Et quand on vous dit ça, vous êtes des magots, vous êtes populistes. Mais non, c'est la vérité. L'autre fois, j'entendais le débat. Oui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie. Ouais, ok, c'est vrai. Mais monsieur Mélenchon, il a travaillé à l'usine. J'étais pas au courant. D'accord ? François Hollande, il a travaillé ? Non, aucun. La grande majorité, ils n'ont jamais travaillé. Et aujourd'hui, ce sont des messieurs qui ont 5 retraites, des chauffeurs, des machins qui viennent nous expliquer que, mais vous comprenez, on s'en sort plus. Oh, allez, 7 heures par jour en plus, c'est pas compliqué, hein. Et puis un jour de férié en moins, et machin. Mais nous, on n'en peut plus, d'accord ? On n'arrête pas. Vous, tous, à ce moment-là, quand est-ce que vous allez commencer à montrer l'exemple et faire des économies ? Vos salaires ne vous suffisent pas ? Voilà, et d'autres Français dirigent leur colère contre un comportement insupportable, le refus de certains députés de voter des lois allant dans le sens de l'intérêt du peuple, simplement parce qu'elles ont été proposées par le RN. N'est-ce pas, Sandrine Rousseau ? J'ai l'impression que vous faites lobotomiser parce que vous n'êtes plus capable d'écouter les gens que vous rencontrez dans vos circos, dans vos circonscriptions, et que vous jouez le jeu des partis. Ah bah non, on va pas aller voter ce texte-là parce que c'est le Rassemblement national. À quel moment vous réfléchissez ? À quel moment vous réfléchissez par vous-même ? À quel moment vous écoutez vos électeurs ? Il va falloir que Sandrine Rousseau réponde. Sandrine Rousseau, d'un mot. Pour moi, c'est une ligne rouge. Alors après, j'entends que vous ne le compreniez pas et j'entends ça vraiment de manière extrêmement forte et vous l'avez exprimé ce soir. Pour moi, ça n'est pas possible parce que c'est un camp politique contre lequel je me suis toujours battue et contre lequel j'ai vraiment milité depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant. Donc voilà, ça n'est pas possible. Ceci dit, sur l'endométriose, on le passe quand même et sur d'autres. Mais oui, mais il y a des Français qui votent pour ça, mais très bien. Mais attendez, on vous entend, vous n'avez pas tous le micro, on vous entend pas. Ça, mais... Attendez, Brice, vous n'avez pas de... Attendez, Nicolas, j'arrive. Brice, on vous entend pas sans micro. Pardon. Bonjour, mais là vous nous parlez de vos convictions à vous quand vous êtes petite, mais l'intérêt des Français au global, ce pourquoi on est là depuis 21h, vous en faites quoi en fait ? Mais l'intérêt des Français, on se bat tous les jours là-dessus. Et nous ça, on n'en a plus rien à foutre de tout ça en fait. C'est vous qui m'interrogez dessus. Maintenant, il faut chercher des problèmes pour nous. Allez, ça c'est fait. Vous vouliez terminer sur le Mercosur ? Oui, ce traité qu'Ursula von der Leyen veut nous imposer par la force et qui symbolise bien cette politique menée sans le consentement de la population. Cet accord, ce n'est pas simplement une opportunité économique, c'est une nécessité politique. Nous sommes partenaires avec une ambition commune, nous avons des racines communes, une histoire commune, Nous croyons que l'ouverture et la coopération sont les vrais moteurs du progrès et de la prospérité. Et dans son émission hebdomadaire, Philippe de Villiers a dénoncé ces façons de faire brutales tout en pointant tous ceux qui ont permis la réélection d'Ursula von der Leyen à son poste. La Commission de Bruxelles, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La Commission de Bruxelles, ce sont des gens nommés, ce ne sont pas des gens élus. Et donc le peuple français est impuissant. Quant à la Macronie, elle devrait se souvenir qu'elle a un élément dans la Commission de Bruxelles, un commissaire, et non des moindres, M. Séjourné, un proche, le Talleyrand de poche de Macron. Il faudrait que les journalistes fassent leur métier et essayent de retrouver les votes, tous les gens qui ont voté, les Français notamment, qui ont voté pour la Commission de Bruxelles. Parce qu'en votant pour la Commission de Bruxelles, ils ont voté pour Mme von der Leyen, il y a quelques heures, là. Et donc, en fait, ils ont voté en sachant très bien ce qui allait se produire. Car Mme von der Leyen, en bonne allemande qu'elle est, elle défend les intérêts de son pays. L'Union européenne, c'est une machine à nous broyer. Et cette machine à nous broyer continuera de nous broyer tant que nous ne libérons pas de son emprise tyrannique. Merci beaucoup, Louis Rigaudière.